bonjour. D'abord, je voudrais me joindre à Madame Courrier-Brière pour les élèves, parce que vous êtes un bel exemple. Vous êtes un bel exemple pour le 19e arrondissement, vous êtes un bel exemple pour la France. Vous êtes un exemple aussi à donner pour la communauté juive. Il y a des représentants aujourd'hui, il y avait le grand rabbin de Paris, mais il est parti. Et vous êtes l'exemple que le vivre ensemble, c'est possible, que le partage, c'est possible. Et dans nos activités, République et citoyenneté. Et je vois que vos professeurs avaient déjà, c'est vrai, bien préparé le terrain dans leur programme Humanité. Parce qu'il est vrai que nous, associations, si on n'est pas soutenu par le chef d'établissement, si on n'est pas soutenu par les enseignants, s'ils ne sont pas d'accord avec nos objectifs, ce qu'on fait, on ne peut pas le faire. On ne peut le faire qu'avec le chef d'établissement, la direction des établissements. Et au Collège Brassens, on a d'abord été soutenu par Madame de Dinet et Monsieur Philippe Bonnet. Il faut savoir que Madame de Dinet a mis exactement 5 minutes pour nous dire oui, pour venir dans son collège au lendemain des attentats. Il faut savoir qu'elle m'a rappelé 15 minutes après pour me donner mon programme d'intervention en date du 27 janvier, c'est-à-dire date de libération des camps d'extermination. Et nous sommes intervenus de classe en classe, d'heure en heure, sur une journée et demie. Il faut savoir effectivement qu'il faut une volonté éducative et une volonté politique, puisque si nous sommes rentrés dans les écoles primaires du 19e arrondissement, on a fait à peu près une dizaine d'écoles primaires, j'ai appelé l'inspection Monsieur Connard là, je suis tombée sur une inspectrice qui s'appelait Madame Toubiana, qui je crois n'est plus en fonction, qui m'a dit voilà, j'appelle le recteur Veil et je vous rappelle, ça a mis moins de 40 minutes, ça s'est passé par texto. Elle m'a dit j'envoie un mail à toutes les écoles primaires, vous pouvez entrer dans les écoles primaires à partir de demain. Donc quand il y a la volonté politique, pédagogique et éducative, ça peut aller très vite. C'est vrai aussi qu'il faut un soutien financier et que nous, on n'a pas la chance d'avoir 1 million de financement, même pas un dixième. Donc, je voudrais effectivement pas péterniser dans tous les remerciements, mais je remercie quand même particulièrement Monsieur Housset parce qu'il a pris le programme en main, en chat, et qui était déjà en train. Il est arrivé dans l'établissement, on lui a dit voilà, on veut faire une salle au nom d'Arié et Gabriel Sandler. C'est difficile, vous savez, pour un chef d'établissement qui arrive et puis qu'on lui met comme ça un plat chargé de mets entre les mains en lui disant ben, maintenant tu vas faire le service. Je voudrais aussi remercier quand même Patrick Bloch, parce que Patrick, il nous a toujours soutenus à chaque fois que je lui demande de faire une lettre, à chaque fois que je lui demande une intervention, il est là. Si ce soir on a un cocktail qui va pouvoir être partagé pour tout le monde, c'est grâce au fait qu'il y avait encore une réserve parlementaire et que Patrick nous a aidés sur sa dernière réserve parlementaire et que c'est grâce à lui si on va pouvoir avoir ce cocktail tout à l'heure. Donc je voulais aussi remercier particulièrement Patrick qui est là ce soir et qui représente, je crois, Anne Hidalgo puisqu'il est maire adjoint aux affaires scolaires à la mairie de Paris. Je voudrais vous expliquer nos interventions République et citoyenneté. On les a mis en place après 2015. On les a mis en place sur 2 tandems. Faire reculer la haine de la France et faire reculer la haine des Juifs. Aujourd'hui, à l'époque, on était les seuls à le dire. Le premier pique-nique pour le 14 juillet, je l'ai organisé en 2009, après qu'en 2008, un enfant juif ait été sauvagement agressé, ici, rue Petit. À l'époque, excusez-moi, tout le monde m'a rigolé au nez quand j'ai demandé un soutien pour organiser ce pique-nique le 14 juillet au but de Chaumont, en disant il y a un problème, la France n'existe plus pour ces jeunes. Il faut remettre la France et l'idéal républicain. Alors je me suis posé la question suivante. Comment moi, juive, ashkénaze, fille, porte les prénoms de mes arrière-grand-mères mortes en déportation. J'ai derrière moi 3 générations qui ont vécu 1940-1945. En 1943, mon père était seul. Son père est parti à la tête de 300 juifs résistants à Rome, persuadés qu'ils étaient sauvés. Et puis dans les rues de Rome, en Italie, ils ont rencontré d'autres Français qui leur ont dit « Oh ben c'est sympa ça que vous soyez là ». Puis ils ont dit « On est vachement contents, on a rencontré des Français ». Ils sont rentrés à l'hôtel, on s'est fait des potes, 2 types sympas. Et ben les 2 types sympas, c'était les types miliciens français de la Gestapo. Le soir, ils sont arrivés, ils ont ramené tout le monde au camp de Strudhof. Mon grand-père a été mis à l'annexe du Strudhof, qui était en terre allemande, juste de l'autre côté de la frontière, à Natzwiller, et il a été passé à la chambre à gaz le 1er janvier 1944.
Ma grand-mère, le départ s'est fait à partir de la gare à Lyon. Ma grand-mère est passée en zone italienne et avait perdu le convoi. Mais mon père s'est retrouvé seul. Et les gens qui lui ont permis de faire ses études, son Hippocagne à Henri IV, sa Cagne à la Canale, c'est au CAPES de philo, c'est Paul Ricoeur et Jean-Marie Domnac. Et Paul Ricoeur a été à ses côtés toute sa vie. C'est-à-dire que Marina me le rappelait, Paul Ricoeur était encore au premier rang le jour de mon mariage. Et Paul Ricoeur a pris mon père chez lui, dans la résidence des Murs Blancs, à Châtenay-Malabry, de 1946 à 1952. Mon père a fait toutes ses études à la charge de Paul Ricoeur, entretenu par Paul Ricoeur, nourri par Paul Ricoeur, sans aucun... Mon père n'a rien payé à Paul Ricoeur. Paul Ricoeur ne lui a rien demandé. Il ne lui a pas demandé de faire le ménage, il ne lui a pas demandé de faire les poussières. Et Paul Ricoeur avait lui-même une femme, une belle-mère qui vivait avec eux, et des enfants. Il avait 2 fils et une fille. Et Paul Ricoeur a été là. Il était le témoin de mariage de mes parents, et il a toujours été là. Et il a été comme un père de substitution. Et c'est ce qui a permis à mon père, sans doute, de ne pas avoir la haine de la France, alors qu'il était seul à partir de 1946. Il a pu faire une très belle carrière, indépendamment du fait qu'il était membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Il était prof de philo, il a été directeur des Languedoc, l'INALCO, puisqu'il était enseignant d'yiddish au Languedoc. Et il faut savoir que dans ce droit, dans ce vivre ensemble, eh bien, j'ai appris dernièrement ici, en venant dans le 19e, suivre un cours. Il y a une dame de 85 ans qui m'a dit « Vous êtes la fille d'Alex Derjanski ?» Je lui ai dit oui. Elle m'a dit « Je me rappelle de votre père dans les années 50. Il arrivait tous les vendredis pour le Shabbat et il repartait le dimanche matin. » Ça, c'était le vivre ensemble aussi mode Paul Ricoeur. Paul Ricoeur savait que mon père avait fait des études pour être rabbin. Le séminaire pour être rabbin avait été déplacé à Limoges pendant la guerre. Puis il a encore fait en 52 une année à Paris, à Vauquelin. Et Paul Ricoeur, il quittait Paul Ricoeur le samedi et il partait dans les structures de la communauté juive, notamment des maisons à Versailles, à La Versine, à Orsay, où il passait là son Shabbat. Et le dimanche, il reprenait place chez Paul Ricoeur où il préparait ses examens. Il y a une chose, pourquoi je tiens tant à ce qu'il y ait un repas partagé? Pourquoi je tiens tant à ce que vous n'apportiez pas chacun vos sandwichs? Pourquoi ce soir on a offert le cocktail dînatoire que tout le monde va pouvoir manger? Parce que je sais que les moments de bienveillance, c'est ça qui permet de faire reculer la haine de la France. C'est le fait d'avoir été pris en charge, c'est le fait d'avoir été accompagné. Mais les fondements de la République, c'était aussi pour mon père, pour Lévinas et pour d'autres, comme le président Nicolas Sarkozy, qui le rappelle. Tous ces gens-là viennent d'horizons différents, des engagements politiques différents, mais ils venaient tous de l'immigration juive. Et ils ont tous la même histoire. Emmanuel Lévinas dit que son père a quitté Vilnius, en Lituanie, en lui disant « Mon fils, un pays qui fait la déclaration des droits de l'homme, c'est un pays où il faut se hâter d'aller. » Nicolas Sarkozy raconte que tous les 14 juillet, il était avec son grand-père, juif émigré de Salonique, Bénédicte Mallard. Il était le 14 juillet aux Champs-Élysées. Moi, j'ai des souvenirs, tous les 14 juillet à 10h du matin, ma mère disant « Alex, dépêche-toi, vous n'allez rien voir, maintenant il faut partir. » Tous les 14 juillet, jusqu'à mes 16 ans, j'étais avec mon père sur les Champs-Élysées. Et quand mon père est devenu directeur des Languedoc, on avait une place aux tribunes. C'était plus confortable. C'est pour ça aussi que je veux que quand on va le 14 juillet au défilé militaire, vous soyez bien accueillis, que je demande à l'Élysée ces quelques places aux tribunes, la plus proche de la tribune officielle, pour que vous sachiez effectivement que vous êtes respectés, que vous êtes accueillis et que vous y aviez votre place. C'est aussi pour ça que vous allez au feu d'artifice au carré VIP, pour que vous compreniez effectivement et que la France, elle est là pour vous et qu'elle partage effectivement sa bienveillance avec vous. La haine des Juifs, elle repose sur un sentiment d'inégalité, l'impression que les uns ont plus que les autres, l'impression aussi que les uns ont des droits que les autres n'ont pas. Mais tout ça, ce sont des impressions, ce n'est pas la réalité. Et effectivement, l'enseignement, le fait d'aller dans toutes ces structures, le fait que David Assouline reste 1h15 avec les élèves alors qu'il a un rendez-vous et que normalement c'était prêt pour 20 minutes, les élèves comprennent qu'il est là pour eux, que le sénateur leur donne du temps, qu'il leur accorde sa patience, qu'il leur explique sa trajectoire. Tout ça, ça participe au sentiment d'égalité.
Et puis, c'est vrai on travaille, et en général, c'est là-dessus qu'on commence dans les établissements scolaires, et c'est là-dessus que M. le recteur Veil nous avait donné l'autorisation sur la diffusion du film « La résistance au nazisme de la mosquée de Paris ». C'est qui est un fait très peu connu, et qui prouve que cette résistance, elle était ventilée, c'est-à-dire il y avait des pas religieux, des musulmans, militants, communistes, de la main-d'œuvre immigrée, de la résistance kabyle. Il y avait des musulmans arabes, comme Sikadour Ben Gabrit, qui était celui qui avait ouvert la mosquée de Paris pour abriter ces différents courants de résistance. Et il y avait Abdelkader Mesli, qui était lui imam à la mosquée de Paris. Vous voyez, il y avait le docteur Somia de l'hôpital franco-musulman. Il y avait des croyants, il y avait des non-croyants, il y avait des Kabyles, il y avait des Arabes, et tous ont organisé une filière pour essayer de sauver des Juifs pendant la guerre. Et ça, c'est donner effectivement une autre image du monde arabe et musulman, et c'est donner une image de héros, c'est-à-dire que les terroristes, ceux qui ont oublié ce que c'était que l'égalité, la citoyenneté, le partage, eh bien, que cela ne prenne pas place effectivement dans vos histoires, dans vos mémoires, mais que ce soit ceux qui ont participé à ce sauvetage, à ces filières, quels que soient en fait, qu'ils soient croyants, pas croyants, communistes et kabyles. Pourquoi nous avons demandé à M. Samuel Sandler de venir témoigner dans ce cadre de programme de découverte de la République et de la citoyenneté? Concours de circonstances, M. Sandler est président de la communauté juive de Versailles. Quand on est allé à Versailles pour découvrir ce parcours des droits de l'homme, je me suis dit qu'à l'époque, les premières activités qui ont lieu se faisaient sans un partenariat avec l'école juive. Nous avons demandé à la communauté juive de Versailles de nous envoyer les jeunes de la communauté. Et on nous a dit, il faut demander à M. Sandler, c'est le président de la communauté. Alors là, j'ai fait tilt, j'ai dit, est-ce que M. Sandler, c'est le père des enfants qui ont été victimes et du professeur Jonathan Sandler qui a été assassiné à Toulouse? On m'a dit oui. Alors j'ai demandé, pour se faire ce peu le plus délicatement possible, à M. Sandler s'il acceptait de témoigner devant les élèves de son histoire, de son drame. Et il a accepté. Et c'est comme ça que s'est positionné le témoignage de M. Sandler tous les ans quand on fait ce parcours des droits de l'homme à Versailles. Et qu'on essaye que ce qui s'est passé à Toulouse, c'est quelque chose qui est totalement en violation de toute l'histoire de la République et de l'idéal républicain. Pourquoi une plaque? Parce qu'une plaque, ça permet de se poser des questions. Quand vous entrez dans cette salle et que vous voyez salle Arié et Gabriel Sandler, toute personne qui rentre dans cette salle peut se dire, tiens, mais pourquoi? Pourquoi cette salle s'appelle Arié et Gabriel Sandler? Pourquoi il y a eu ça? Et qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça se recommence? Je vais vous raconter juste une histoire et je vais finir parce que je sais que le sénateur, M. David Assouline, doit partir, donc je vais lui passer la parole pour qu'il puisse s'exprimer. Vous savez qu'il y a un conflit, on dit souvent que ce conflit est importé, ce conflit israélo-palestinien, et justement, nous on dit qu'il y en a qui importent la guerre, nous on essaye d'exporter les relations de paix. Je ne dis pas la paix, je dis des relations de paix. Eh bien, sachez, il y a un plan aujourd'hui que tout le monde accepte pour résoudre le conflit israélo-palestinien, qui s'appelle « Deux peuples, deux États ». Eh bien, ce plan est né d'une plaque. C'est un Israélien qui s'appelle Ami Ayalon, qui était en vacances en Écosse. L'Écosse, c'est en Angleterre. Il a visité un musée qui était sur la Deuxième Guerre mondiale. Et en sortant, il y avait juste une plaque sur la porte. Si vous pouvez faire quelque chose pour éviter que de telles horreurs recommencent, faites-le. Alors il est rentré en marchant, là, sous le vent et le brouillard écossais, et il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau? Parce qu'il y avait marqué tout ce que vous pouvez faire à votre niveau. Qu'est-ce que moi, je pourrais faire à mon niveau pour éviter que de telles choses recommencent? En quoi, moi, je pourrais éviter de tels drames? Et puis, quand il est arrivé dans sa chambre d'hôtel, il s'est dit, après tout, moi, je suis israélien, ce que je peux éviter, c'est la guerre avec les Palestiniens. Ben, je vais essayer de contacter un Palestinien. Et il a appelé Sari Nusseibeh, qui est le recteur de l'université palestinienne. En hébreu, en arabe, on se tutoie, c'est peut-être plus facile des fois. Il lui a dit, écoute, voilà, je voudrais te rencontrer. Et de rencontre en rencontre, ça a mis en place ce plan qui est aujourd'hui accepté partout. Alors les gens discutent, ils vont modifier, etc. Mais c'est le plan de discussion, c'est Deux peuples, deux États. Alors dites-vous qu'une plaque, ça peut faire de très grandes choses et que vous ferez peut-être de très grandes actions, de très bonnes actions en réfléchissant. Et ce que je vous conseille comme prochaine activité, c'est peut-être d'avoir écrit sur la plaque. Réfléchis à ce que tu peux faire pour que de tels actes ne se reproduisent jamais.